Alors la cirrhose, effectivement, on reste sur la cirrhose, qui est finalement le stade ultime d'évolution de la maladie chronique du foie. Et on va regarder un petit peu les facteurs pronostiques et puis ce qui va permettre de faire attention à ce que les malades ne décompensent pas. On va parler d'infection d'abord dans ce premier travail, qui est un travail de Pierre Nahon publié dans Gut cette année, et de la première infection bactérienne. Ce sont des données qui sont issues de la cohorte prospective CIRVIR que vous connaissez bien, cirrhose compensée, 1600 patients suivis prospectivement pendant plus de 5 ans. Et on va regarder un petit peu l'effet de la survenue d'une première infection. Donc vous voyez sur le graphique de gauche que finalement l'infection survient chez des patients qui ont une cirrhose compensée et que l'incidence de l'infection est d'environ 20% après 6 ans. Mais à droite, vous voyez surtout le message très important, à partir du moment où on a une première infection, la survie des malades. Et vous voyez que les malades en rouge qui ont fait une première infection bactérienne dont ils ont guéri, eh bien, ont une survie qui est vraiment significativement diminuée par rapport à ceux qui n'ont pas fait d'infection. Et ça peut être simplement une petite infection urinaire, une infection du liquide d'acide, sinon de l'acide, mais ça c'est plus grave, une infection pulmonaire. Donc attention, la première infection bactérienne chez un patient cirrhotique, c'est un tournant dans la maladie incitant à surveiller encore plus ces malades. Alors, il y a eu d'autres travaux cette année qui ont été publiés et qui ont confirmé un petit peu les études de l'étude française qui avait été coordonnée par Arnaud Powell. Est-ce que tu peux nous rappeler les principaux résultats de cette étude qui avait été présentée au JIFOD dernière? Oui, et puis à l'EASL l'année dernière, effectivement, la très belle étude d'Arnaud Powell, qui est l'étude RESIST, sur des patients qui sont admis cette fois à l'hôpital avec une cirrhose, et puis pour regarder la prévalence des infections et leur typologie entre 2015 et 2017. Donc en fait, le premier message quand un malade est hospitalisé, c'est que 36% des patients atteints de cirrhose ont une infection. Ça, c'était une donnée qui était déjà connue. Mais après, Arnaud a aussi a fait le distinguo entre les infections communautaires et puis les infections associées aux soins, ou alors les infections nosocomiales. Et là, il a trouvé des résultats très intéressants puisque plus de la moitié des patients, c'était 58%, avaient une infection qui était soit nosocomiale, soit associée aux soins, avec des conséquences différentes puisque sur la totalité des patients, on avait 20% qui étaient infectés par une BMR. Et là, quand on regardait les facteurs pronostiques de mortalité, on s'apercevait que le principal facteur, c'était d'avoir une mauvaise antibiothérapie probabiliste au départ. Alors, je rappelle qu'en 2013, d'ailleurs, l'EASL s'était penché sur le sujet et a édité des nouvelles recommandations sur l'antibiothérapie probabiliste empirique chez les patients avec une infection nosocomiale ou associée aux soins, donnant une forte place à la tazocilline. Et ce n'était pas ce qu'on faisait avant. Et donc, je vous conseille de bien regarder, il faut bien regarder ces recommandations et faire très attention. Attention, 20% des malades cirrhotiques vont avoir une BMR, plus de la moitié ont des infections associées aux soins ou alors des infections nosocomiales. Donc c'est effectivement un travail qui est très important. Alors anticoagulant et cirrhose, éclaire-nous parce que c'est toujours le flou. C'est toujours le flou, anticoagulant et cirrhose. On a envie de dire, mais on sait que la thrombospore, c'est bien effectivement une thrombose veineuse, doit être traitée théoriquement par anticoagulant. On est toujours un petit peu réticent à traiter les patients cirrhotiques par anticoagulants pour la bonne et simple raison, en fait, il y en a deux. D'abord, ils ont une diminution des facteurs de coagulation liés à leur insuffisance hépatique. Donc, instinctivement, on se dirait qu'ils ont un statut ils sont déjà plutôt anticoagulés, même si c'est en fait assez faux. Et deuxièmement, ils ont une hypertension portale et un risque de saigner des varices œsophagiennes. Donc, donner des anticoagulants à un patient cirrhotique, c'est quelque chose d'un petit peu contre nature et on est toujours assez réticent. Du coup, on réserve les anticoagulants dans le traitement de la thrombospore aux malades avec une thrombospore récente et sur liste de transplantation hépatique. Là, on a une très belle méta-analyse de 6 essais contrôlés qui a été publiée cette année dans Gastroentérologie. C'est un très beau travail et qui essaye de faire la part des choses. Donc déjà, sans surprise, on a plus de recanalisation de la thrombospore et moins de progression sous anticoagulants. Et ça, c'était des résultats qui étaient attendus. Mais de façon très intéressante, quand on regarde l'hémorragie par rupture de varices œsophagiennes, eh bien, les malades sous anticoagulants font moins d'hémorragie par rupture de varices œsophagiennes que les autres. Donc il faut arrêter de dire qu'on ne met pas d'anticoagulants aux patients cirrhotiques parce qu'on a peur d'une rupture de varices œsophagiennes, parce que c'est faux. Peut-être aussi parce qu'en levant la thrombospore, on diminue l'hypertension portale et on diminue le risque hémorragique, je ne sais pas. En tout cas, clairement, pas d'augmentation du risque d'hémorragie variqueuse chez les patients sous anticoagulants. Alors là, plusieurs questions, mais toujours la même. C'est quel type d'anticoagulant? Est-ce qu'il faut les classiques, comme la warfarine, ou les anticoagulants directs, les nouveaux anticoagulants? Alors, cette méta-analyse portait sur les anticoagulants classiques, que ce soit les HBPM ou la warfarine, mais évidemment,
la question des NACO, les nouveaux anticoagulants par voie orale qui n'ont pas besoin d'une surveillance, est effectivement la question à se poser. Alors, on n'a pas d'essai randomisé chez les patients cirrhotiques. On sait que ça marche chez le rat, bon. Et puis, on sait aussi, on a des cas qui ont été rapportés l'année dernière, mais qui sont des case reports, finalement. Il semble qu'il n'y ait pas de signal de mauvaise tolérance, et clairement, c'est une piste d'avenir. On a besoin d'essais randomisés pour conclure, mais effectivement, ce sera la question de demain. Tu veux nous dire un mot sur le TIPS, encore ? Oui. Alors, je voulais dire un mot, encore une fois, sur le TIPS dans l'hémorragie variqueuse chez le patient cirrhotique. Donc, comme on sait, les malades à haut risque de récidive hémorragique, quand ils ressaignent, ça ne se passe pas bien et ils meurent dans plus de 70% des cas. C'est le concept du TIPS précoce qu'il faut bien distinguer du TIPS de sauvetage. TIPS de sauvetage, c'est en urgence, le malade fait une hémorragie incontrôlable ou ressaigne, on est au bout du traitement endoscopique et on lui met un TIPS. Là, le contrôle hémorragique est bon, mais les malades meurent dans 50% des cas à 6 semaines, donc ce n'est pas un bon traitement. Et puis, l'idée du TIPS précoce, c'est au contraire de sélectionner les malades qui se sont arrêter de saigner, en préventif quand on a fini le traitement de l'hémorragie, et de leur mettre un TIPS afin d'éviter la récidive hémorragique. Donc on se place en amont, c'est un petit peu contre nature, parce qu'on a un malade qui a beaucoup saigné et va mieux, on a envie de s'arrêter, et c'est là qu'il faut penser au TIPS. Les recommandations, suite à un essai publié dans le New England en 2010, qui est un essai sur 60 patients avec un gain de survie dans le bras TIPS précoce, conseillait d'effectuer un TIPS précoce chez les malades à haut risque, définis par les malades Child C, ou Child B avec un saignement actif à l'endoscopie. 2010, 2015, 2 fois des recommandations de Baveno, et finalement, on avait l'impression que ce n'était pas tellement suivi dans la pratique clinique. Donc voilà les résultats de notre observatoire prospectif français. 62 CHU et CHG, donc on couvre vraiment tout le territoire. 964 patients inclus pour une rupture variqueuse chez des patients cirrhotiques. Donc, première constatation, quand on regarde les critères à gauche d'EARLY-TIPS, les patients qui étaient éligibles, eh bien, en fait, c'était 326 patients sur 964, donc environ un tiers des malades qui auraient dû, si on comptait les recommandations, avoir un TIPS précoce dans les 24 à 72 heures. Et finalement, regardez en dessous, 22 seulement ont eu un TIPS. Donc, clairement, 7% des malades, les recommandations ne sont pas appliquées. Or, regardez à droite la survie. On n'est pas dans une étude face-to-face, on est bien d'accord, hein. Mais regardez la survie, les malades qui ont eu un TIPS en rouge ont une survie significativement meilleure à 1 an que ceux qui ont eu le traitement classique. Donc moi, je pense que la pose d'un TIPS précoce chez les malades à haut risque de récidive, Child B avec saignement actif à l'endoscopie, Child C, doit vraiment être discutée et vraiment doit faire partie de l'arbre thérapeutique, alors qu'on utilise très peu cette option en France. D'ailleurs, c'est confirmé dans une étude européenne qui va bientôt être publiée. La question que j'ai envie de te poser, c'est finalement... C'est quoi les freins à la mise en œuvre du TIPS précoce en France actuellement, selon toi ? Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a 2 grands. En fait, le premier, c'est que le TIPS, ça se met en radiologie vasculaire. Et il y a très peu de centres, il y en a moins d'une dizaine qui mettent des TIPS 24 sur 24. Par contre, on a besoin finalement que des TIPS en journée. On a besoin de mettre le TIPS à J1 ou J2 ou éventuellement J3. Et donc là, il y a beaucoup plus de centres. Et donc, théoriquement, on devrait pouvoir le faire. Les centres, la médiane de distance à un centre qui TIPS dans cette étude était de 70 km. Donc c'est quelque chose qui n'est pas un obstacle finalement. Je pense qu'il y a un manque d'adhésion parce que les gens ne croient pas à ces résultats publiés sur une seule étude randomisée avec 60 malades. Je crois que c'est ça le frein et que le TIPS, ça fait peur. On n'a pas envie d'y aller une fois que le malade grave s'est arrêté de saigner. On a envie d'aller se coucher comme le malade et de se dire ouf. Alors qu'en fait, il faut y aller et il faut y aller maintenant et le plus tôt possible. Et si on y va vraiment tôt, dans les 24-48 heures, eh bien là, on verra vraiment le bénéfice de survie. C'est ma conviction. Après l'hémorragie, l'acite ? Alors l'acite, effectivement, l'acite réfractaire. On va parler d'acite réfractaire. Donc le TIPS, c'est une option qui est très intéressante dans l'acite réfractaire. Chez les malades qui ont généralement une cirrhose sans insuffisance hépatique, tu avais publié un très beau travail dans Gastro l'année dernière. Il y a beaucoup de malades qui ne sont pas éligibles au TIPS, qui augmentent la survie. Et puis, les parasynthèses de haut volume récidivantes, ça altère beaucoup la qualité de vie. Et ça, c'est très, très bien montré, l'état nutritionnel. Et c'est une option qui est une option, franchement, qu'on garde en dernier recours, si on ne peut pas faire autrement. Cependant, il faut avoir une autre option thérapeutique. Et là, on a le développement d'une nouvelle pompe qui s'appelle l'alpha-pompe, qui a été testée ici contre des parasynthèses de large volume chez 60 patients avec une acite réfractaire. Donc cette pompe, elle est schématisée ici en bas à gauche. C'est une pompe implantable sous-cutanée qu'on met dans le cadran abdominal inférieur droit et qui a 2 cathéters. Un qui donne dans la cavité péritonéale et l'autre dans la vessie. Et puis, il y a une pompe qu'on branche sur un dispositif externe, un chargeur qu'on branche sur le dispositif externe qui est une batterie. Et finalement, la pompe fonctionne
et extrait le liquide péritonéal pour qu'il aille dans la vessie. Donc finalement, le malade, au lieu d'avoir des parasynthèses, urine tous les jours 1 litre d'acide. Ce sont des parasynthèses naturelles. Donc l'objectif principal, vous voyez à droite, c'était l'incidence cumulative des parasynthèses chez tous les patients. Vous voyez en bleu que les malades qui ont une pompe n'ont pratiquement plus de parasynthèse. C'est une étude qui est très positive sur cet objectif. Et quand on regarde ici, sur cette diapositive à gauche, vous voyez que le nombre de parasynthèses par 28 jours était bien inférieur chez les malades qui avaient une pompe en bleu, que ce soit des parasynthèses tout venant ou des parasynthèses de large volume. Sans surprise, et on était content, il y a une amélioration de la qualité de vie à droite chez les malades qui étaient traités par la pompe et une amélioration des paramètres nutritionnels. Donc ça, c'est très important. Il y avait quelques effets indésirables, certains liés à la pose de la pompe, alors notamment des malpositions, des cathéters qui se bougent, qui se défont, et souvent, chez 9 patients, il a fallu remettre en place une pompe. Une infection, à mon sens, il y a une courbe d'apprentissage du chirurgien qui doit en avoir fait au moins 10 pour que ça se passe bien, parce que c'est quand même un ventre d'hypertension portale, et après, tout ça, c'est facilement solvable. Par contre, il y a d'autres effets indésirables, et notamment l'insuffisance rénale, qui était plus importante chez les malades qui avaient la pompe que chez les malades qui avaient des parasynthèses. Et donc là, c'est probablement quelque chose sur lequel on pourrait jouer, et notamment en perfusant de l'albumine, puisqu'elle était laissée à la discrétion du praticien dans cette étude. Et vous savez bien que quand on fait des parasynthèses, eh bien, on perfuse de l'albumine. Et là, il n'y avait pas d'albumine chez les malades qui avaient la pompe. Donc c'est probablement quelque chose à ajuster. Mais c'est une option intéressante, effectivement, si on peut avoir les pompes. Tu ne nous as pas présenté de résultats en termes de survie Oui, il n'y en a pas. Il n'y a aucun signal. C'est clairement une amélioration de la qualité de vie, du nombre de parasynthèses. Aucun résultat en termes de survie, ce qui n'est pas choquant, parce que finalement, on ne touche pas au mécanisme de l'acide et de l'hypertension portale du tout. C'est juste une parasynthèse naturelle par la vessie. Le cancer. On passe au carcinome hépatocellulaire. Alors là, c'est une ère où il y a eu beaucoup de développement, un petit peu moins dans l'hépatite C, mais il y en aura de nouveau et des nouvelles cibles thérapeutiques. Et donc, je vais vous présenter les 2 études qui ont été publiées dans l'année. Donc, celle qui vient d'être publiée cette semaine, dans le Lancet, le lenvatinib, une alternative au sorafenib en première ligne. Donc le sorafenib, on n'avait que ça depuis 10 ans. C'est un inhibiteur des tyrosine kinases qui diminuait la mortalité d'environ 3 mois au prix d'effets secondaires qui sont très très importants et qui étaient notre traitement depuis 10 ans. Et puis de nouvelles molécules arrivent. Il y a plusieurs inhibiteurs des tyrosine kinases qui ont été testés et qui ne marchent pas bien, donc j'en parle pas. Il y a le regorafenib par contre qui marche bien chez les malades qui échappaient sous sorafenib et qu'on peut utiliser. Et puis cette année, en première ligne, cet essai sur le lenvatinib. Il s'agit d'une étude de non-infériorité randomisée de phase 3, ouverte, chez des patients atteints de cirrhose non décompensée comme d'habitude, avec un CHC avancé, stade B ou C. Donc vous avez ici les courbes de survie qui sont parfaitement superposables entre le sorafenib et le lenvatinib, et je rappelle qu'il s'agissait d'une étude de non-infériorité, donc ce sont des résultats qui sont positifs. Alors en termes de tolérance, puisque c'était là où le bas blessait avec le sorafenib, il y a une hypertension artérielle qui est plus fréquente, mais il y avait un effet très gênant avec le sorafenib, qui est le syndrome main-pied, qui est cette fois 2 fois moins fréquent. Donc c'est clairement une alternative au sorafenib en première ligne qui est intéressante avec des effets secondaires différents et probablement moins d'effets secondaires. Alors, une question, enfin 2. La première, c'est est-ce que c'est disponible et est-ce que c'est en première ligne ou deuxième ligne? Alors, ça va être disponible là, incessamment sous peu, ça va être disponible et ce sera une alternative effectivement en première ligne au sorafenib, contrairement au regorafenib. Alors, deuxième avancée, et là, on sort des inhibiteurs de TK pour passer aux inhibiteurs de checkpoint et l'immunothérapie. On a ici le premier anti-PD-1 dans le CHC, à savoir le nivolumab. Donc je vous présente ces résultats qui viennent d'être publiés de l'étude Checkmate. C'est une étude de phase 1-2 ouverte, donc on est très très en amont de la commercialisation chez des patients toujours les mêmes, cirrhose non décompensée, Child A et B7 et CHC avancé. Donc vous voyez, il y a 2 phases, une étude de phase 1-2, une phase où on augmente les doses, et puis une phase où on a choisi une dose, et puis des cohortes un petit peu différentes. On a des malades qui avaient un CHC sans hépatite virale, d'autres avec une hépatite virale C, et d'autres avec une hépatite virale B. Et puis dans la phase d'expansion de dose, on avait des malades qui n'avaient jamais été traités ou qui étaient intolérants au sorafenib, des malades qui progressaient sous sorafenib, des malades VHC et des malades VHB. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que la tolérance a été acceptable. Il n'y a pas eu de signal fort pour arrêter et la dose maximale a pu être atteinte, donc 10 mg/kg, 2 fois par mois.
Il y a eu quand même 3 effets indésirables un peu préoccupants, un pemphigus, une insuffisance surrénale et puis une insuffisance hépatocellulaire toujours un peu difficile à interpréter dans le contexte. Et ça, c'était dans la première partie. La dose de 3 mg kg 2 fois par mois a été choisie. Et ici, vous avez les résultats d'efficacité. Donc déjà, il faut vous dire que sans surprise, à peu près la majorité des patients ont dû arrêter à un moment leur traitement parce qu'ils progressaient, mais pas en raison des effets secondaires, ce qui est bon signe. Et quand on regarde à droite cette figure en bleu et verte, qui n'est pas facile à lire, eh bien, on voit les durées de traitement et on voit qu'il y a beaucoup de malades qui sont traités entre 9 et 12 mois. Donc quand même des malades qui arrivent à garder le traitement. Et puis on regarde les réponses objectives qui sont figurées par les cercles pleins ou les cercles vides. Et vous allez me croire sur parole, mais il y a 15 à 20% de réponses objectives. Donc c'est intéressant. Et clairement, le nivolumab a un profil de tolérance qui est satisfaisant, avec des réponses objectives durables. Il en existe. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est clairement aussi l'avenir dans le CHC avancé. Alors, phase 1-2, c'est quand même des phases précoces. On en est où du développement? C'est pas pour bientôt tout de suite, ça encore? Alors, c'est pas pour bientôt, Christophe, c'est pas certain. D'abord, avec ces résultats-là, aux États-Unis, eh bien, le nivolumab peut être utilisé chez les patients avec un CHC avancé. Alors, en France, en Europe, on n'en est pas là et les agences ont été un petit peu plus sévères, ce d'autant qu'on attend 2 résultats importants. La première étude de phase 3, c'est sorafenib versus nivolumab. Et ça, on attend les résultats cette année. Donc effectivement, on attend cela pour la commercialisation. Et puis il y a un deuxième inhibiteur de checkpoint qui arrive, qui est le pembrolizumab, qui a déjà l'AMM dans d'autres cancers. Et là, il y a également une étude de phase 3 contre placebo dans le CHC avancé. Et donc l'Europe, prudente, attend les résultats à la publication de ces 2 études pour donner l'autorisation de mise sur le marché. Mais clairement, c'est une étude très importante. C'est vraiment une piste thérapeutique qui est très très importante. Mais voilà, on n'en serait pas là si on dépistait mieux. C'est clair. Alors, dépister mieux le carcinome hépatocellulaire, dépister mieux la cirrhose. Je dis ça comme ça aussi, mais quand on dépiste la cirrhose, on dépiste le carcinome hépatocellulaire. Une fois que c'est dit, effectivement, le dépistage du carcinome hépatocellulaire, les recommandations, c'est une imagerie par ultrason, échographie, tous les 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est les textes, et c'est comme ça que ça doit être, et c'est comme ça que sont les recommandations. Dans la vraie vie, c'est pas toujours pareil. Donc on a pas mal d'études sur l'intérêt de ce dépistage tous les 6 mois qui diminue la mortalité. Et là, vous avez une étude coût-efficacité parce que ça coûte cher tout ça. Et donc là, il y a 2 cohortes qui ont été comparées. La cohorte CIRVIR dont je vous ai déjà parlé chez des patients cirrhotiques compensés avec pour objectif de voir le développement d'un carcinome hépatocellulaire et avec des recommandations bien précises, ultrasons tous les 6 mois. Et de l'autre côté, la vraie vie. Et la vraie vie, c'est la cohorte de Chang, cohorte de la NGH dans les hôpitaux généraux sur les CHC qui sont découverts. Et donc, on a regardé, les auteurs ont regardé un petit peu la différence entre la vraie vie et puis le gold standard. Donc déjà, à partir du moment où un CHC est découvert, eh bien, dans le gold standard, donc la cohorte CIRVIR, quand le dépistage est bien fait, eh bien, on a plus facilement accès à la radiofréquence ou à la résection hépatique, qui sont des traitements moins invasifs que la transplantation pour les CHC curables. Alors que dans la vraie vie, eh bien, finalement, on a 28% des malades qui en arrivent à un stade où ils sont transplantés. On a une augmentation de survie quand on suit le gold standard, ça avait déjà été montré dans cette étude aussi, de 0,37 ans quand même chez les malades. Donc effectivement, le dépistage, mais on le savait déjà, eh bien, c'est quelque chose qui est utile. Ça a un coût. Vous regardez en bas à droite. Alors les coûts américains en bleu, on ne va pas les regarder ce soir, mais les coûts européens, les coûts français, ils sont en rouge. Et globalement, eh bien, c'est un peu moins de 1 000 € par année gagnée pour le dépistage avec une surveillance bien faite du CHC, ce qui est totalement acceptable. Et puis quand on s'intéresse au coût-efficacité, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, c'est clairement coût-efficace. Et à droite, je vous ai juste mis 3 situations où on découvre un CHC curable. En marron en bas, la radiofréquence, qui est plus efficace qu'en orange, la résection, encore plus coût-efficace elle-même que la transplantation hépatique. Donc clairement, c'est vers ça qu'il vaut tendre. Et la conclusion de ce travail, c'est que le dépistage systématisé du CHC est coût-efficace parce qu'en fait, il permet un accès plus important aux traitements curatifs qui eux-mêmes augmentent la survie. Alors tu l'as dit, ce qui est important, c'est aussi pour pouvoir faire le diagnostic précoce, diagnostiquer précocement la cirrhose. Mais une fois qu'on a le diagnostic de la cirrhose, quelles sont les pistes pour améliorer ce dépistage qui pose problème encore? Oui, ça pose problème, tu as raison. Et alors là, c'est une étude américaine qui est très intéressante, j'ai trouvé, et qui montre qu'il y a des efforts à faire partout. Donc c'est bien parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. C'est une étude à partir de la cohorte de vétérans américains, donc on connaît cette cohorte, 26 000 sujets, des sujets pas forcément faciles à traiter et pas forcément faciles à suivre. Et puis là, on s'est intéressé au moment où on diagnostiquait la cirrhose. Donc la cirrhose est diagnostiquée et on regarde la façon dont le CHC est dépisté. Donc on ne va pas s'intéresser dans cette étude à l'incidence de CHC, mais juste à la
la façon dont le dépistage est effectué. Vous avez à gauche le nombre d'échographies faites par an en fonction du nombre de consultations en hépatologie ou en hépatogastro-entérologie chez ces vétérans américains. Le nombre de consultations allant de 0 à 6 ou plus. La première constatation, c'est que finalement, l'échelle s'arrête à 1,5 et la plupart des malades ont moins d'une échographie par an, ce qui n'est pas bien, parce qu'ils devraient en avoir 2. La deuxième constatation, c'est que plus on voit un spécialiste, plus on fait ses échographies et plus on colle au rythme du dépistage. Et vous avez la médecine générale à droite ou les systèmes de soins de santé, les maisons de soins, et là vous voyez que ça ne marche pas du tout. Donc finalement, il faut un médecin spécialiste ou en tout cas convaincu du dépistage en Amérique, chez les vétérans américains, pour convaincre les gens. Il y a d'autres paramètres qui jouent, la distance du lieu d'habitation par rapport à un lieu de soins. Bon, ça, on ne peut pas faire grand-chose. Mais de façon très intéressante, le délai élevé d'obtention des échographies à partir du moment où le malade téléphone pour avoir son rendez-vous. Et ça, clairement, c'est un facteur qui fait que le malade ne va pas aller faire son dépistage. De même que si le médecin prescrit, pas tous les 6 mois, mais tous les ans ou tous les 2 ans, l'échographie, ce qui n'est pas bien, et bien là, le malade ne va pas y aller. Donc c'est intéressant parce que finalement, il y a de nombreux freins au dépistage, mais on peut faire beaucoup de choses. Ça implique les médecins, ça implique les patients, mais bon, la distance, c'est compliqué. Mais surtout tout le parcours de soins, les radiologues, etc. Et donc on a beaucoup d'actions à faire et je trouve que c'est un message qui est finalement positif pour l'avenir.